Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans notre masterclass Mieux appréhender le capital risque côté start-up et incubateur par Monsieur Mathieu Tristam. Je vais commencer à partager mon écran. Pour démarrer la présentation. Alors, les règles d'abord de l'événement. Si c'est possible, de garder vos microphones en sourdine si vous ne parlez pas et si le modérateur ne vous a pas donné la parole. Veuillez indiquer dans le chat avant de parler. Attendez que le modérateur vous invite à parler si vous avez des questions. Veuillez indiquer votre nom à chaque fois avant de poser une question. Si la qualité de l'audio diminue, veuillez éteindre votre caméra. Si à un moment donné, vous n'entendez pas les participants ou ils ne peuvent pas vous entendre, veuillez quitter la réunion et rejoindre à nouveau. Et si vous avez un problème technique, veuillez poser la question dans le chat. Alors, bienvenue encore une fois dans cet événement modéré par le partenariat d'innovation Afrique-Europe. Je m'appelle Rim Ismail et je suis représentant du partenariat AEIP, African European Partnership. Alors, le partenariat Afrique-Europe vise à soutenir et connecter les incubateurs et accélérateurs de technologies pour accéder à de nouveaux marchés, trouver leur partenaire de confiance en Méditerranée et créer de nouvelles perspectives, connaissances et réseaux. Les incubateurs, les accélérateurs et les bureaux de transfert de technologie jouent un rôle clé dans la promotion du développement d'entreprises innovantes. Ils permettent aux startups et aux PME de s'engager dans de nouvelles opportunités commerciales en leur offrant un soutien, des conseils, des mentorats et un accompagnement, ainsi que l'accès à des contacts essentiels du réseau. Pour exploiter les avantages de l'innovation et de la technologie de rupture, le partenariat d'innovation Afrique-Europe est financé par la Commission européenne et se déroulera jusqu'en mai 2021. L'équipe basée à la fois en Afrique et en Europe mène cette initiative en étroite collaboration avec les experts du Conseil consultatif ainsi que des acteurs clés des deux continents. Concernant l'événement d'aujourd'hui, le grand événement et la plateforme Emerging Valley, cet événement est placé depuis 2018 sous le haut patronage du président de la République Emmanuel Macron. Le sommet Emerging Valley rassemble chaque année en Provence les leaders de la tech africaine qui veulent changer le monde. Emerging Valley accélère et crée des ponts entre les différents écosystèmes d'innovation en réunissant au même endroit les acteurs les plus influents de l'industrie, des ministres, des startups, des investisseurs, des corporates, des sociétés civiles et des grands bailleurs d'Afrique et d'Europe, tout en positionnant le territoire ex-Marseille comme le carrefour des innovations émergentes et des startups venues d'Afrique, de Méditerranée et d'Europe, stratégiquement situées au cœur du bassin méditerranéen. Les résultats de Emerging Valley sont plus que 2 millions de dollars levés en 2019 et plus que 620 tech hubs actifs. Le but de cet événement chaque année, c'est d'innover en temps de crise, surtout cette année-là, vu le Covid, pour apprendre des leaders de la tech africaine, des plénières et keynotes inspirantes avec ceux qui ont mobilisé le tech contre le Covid, pour entrer dans des débats et trouver des solutions pour se réinventer face au choc. Un autre but, c'est de construire sa résilience et devenir un acteur identifié de la Tech for Good Investor. Fondations et grands comptes viennent à Emerging Valley pour collaborer avec les startups aux défis actuels de demain. Contribuer à une réflexion aussi panafricaine sur le futur de l'innovation. Chaque année, Emerging Valley rassemble les ministres africains de l'innovation et de l'entrepreneuriat. Et le dernier but, c'est de connecter aux décideurs, investisseurs et entrepreneurs de talent pour trouver des opportunités d'affaires avec les experts du secteur.
en positionnant votre business entre l'Europe et l'Afrique. Concernant notre speaker aujourd'hui, Monsieur Mathieu Tristam, diplômé d'AgroParisTech avec une spécialisation en conception et management de produits innovants, Monsieur Mathieu Tristam démarre sa carrière comme consultant, puis consultant senior au sein de Capgemini Consulting. En 2013, il tente l'expérience entrepreneuriale, puis 2 ans après, intègre ParisTech, le réseau francilien des grandes écoles d'ingénieurs, afin d'accompagner les écoles et les entreprises dans des domaines de la santé, de l'énergie et des big data. Mathieu revient ensuite à sa position des startups et rejoint Agoranov en 2015, incubateur public de startups où il prend la responsabilité du secteur de la santé et du numérique. Mathieu apprend ensuite la direction de TechCare en 2018, plateforme d'innovation de Paris & Co, premier réseau d'incubateurs en Europe entièrement dédié à la santé et au bien-être. Fin 2020, Mathieu intègre le CEA pour accompagner les startups deep tech dès les prémices de l'idée et la création effective du projet sur les domaines des sciences de la vie et de la santé. En parallèle, Mathieu poursuit ses activités entrepreneuriales depuis 2015. Mathieu, la parole est à vous. Je vous laisse partager votre présentation et commencer à nous... Merci Rim. Bonjour à toutes et à tous qui écoutez et regardez cette session. Vous pouvez également poser des questions dans le chat directement. Il y a une modératrice qui remontera les éléments pour la dernière partie qui sera consacrée à un échange à travers les questions que vous avez, soit dès à présent, soit à la suite de ma présentation, sur le sujet dont je vais vous entretenir aujourd'hui. Donc, je partage mon écran et vous devriez bientôt voir les éléments. Normalement, c'est le cas. Rim, est-ce que tu peux me confirmer qu'on voit bien les choses? On peut voir tout. Quand on m'a demandé d'intervenir sur le sujet des investisseurs dans le cadre de l'Africa Europe Innovation Partnership, j'ai souhaité plutôt l'orienter à travers les relations que peuvent entretenir les tech hubs finalement, donc les incubateurs, les accélérateurs, dont j'ai piloté certains d'entre eux en France, et les investisseurs par rapport à leurs clients qui est commun aux deux, que sont les startups. Donc, ce que je vous propose là, c'est finalement un panorama de cette relation entre startups, entre investisseurs et tech hub, pour mieux comprendre ce qu'il est possible de faire en tant que tech hub pour valoriser cette relation au service des startups et de l'entretien des réseaux. Une partie de ce que je vais dire est vraie pour la France, elle se base sur l'expérience française, on va dire, mais elle est vraie aussi dans d'autres pays européens ou en Afrique, où finalement les tissus sont assez similaires, même si ponctuellement on va évidemment avoir des différences, mais tout ce que je peux dire est applicable autant que faire se peut dans d'autres périmètres. Alors j'ai l'habitude de poser une question quand on parle d'argent en France, d'argent privé, c'est est-ce qu'il vaut mieux de l'argent public ou de l'argent privé? La France étant assez spécialiste de l'argent public, il y a beaucoup de subventions, d'aides au niveau de l'État et puis de régions plus locales, mais il y a également beaucoup d'argent privé. Et du coup, je pose la question de savoir ce qui vaut mieux, plutôt public ou privé. Vous ne pouvez pas réagir pour répondre à cette question par rapport à la plateforme qui est utilisée aujourd'hui, mais il faut savoir que généralement, on a à peu près 50-50 de gens qui pensent qu'il vaut mieux du public, parce que c'est un argent qui ne va pas coûter de valeur de l'entreprise, c'est un argent qu'on va prendre sur le public et on ne va pas partager de part de l'entreprise, et d'autres qui pensent qu'il vaut mieux du privé parce que le public, ça a des contraintes, alors que l'argent privé permet vraiment de décoller. Et c'est vrai, hein, l'argent public, en Europe notamment, est beaucoup plus orienté autour de la R&D, du développement technologique, des innovations, que des applications, par exemple, marché directement. La vraie réponse à cette question, et je trouve ça intéressant d'introduire les éléments de ce côté-là, c'est que l'argent n'a pas d'odeur. Il y a très peu d'impact lié à la provenance de l'argent pour une entreprise, pour une start-up. Il peut y en avoir évidemment, hein. C'est sûr qu'il y a certaines entreprises ou certaines sources financières qui peuvent poser des questions, soit par l'origine des fonds qui peut être floue, soit par les contraintes que ça peut générer. Accepter parfois de l'argent de l'État fait que vous pouvez être placé comme actif de l'État. En ce qui concerne la France,
Il y a différents secteurs qui sont identifiés comme des secteurs stratégiques français, il y en a 8, et les entreprises dans ce cadre-là sont scrutées avec attention par rapport à ça. Si elles prennent de l'argent public, ça peut entraîner des dépendances ou des contraintes particulières, c'est très vrai. Mais de manière générale, il y a très peu d'impact lié à la provenance, et l'important pour une entreprise, pour une start-up, c'est surtout d'avoir les moyens. Mais cet argent, il a un coût, et ce coût va dépendre de ses sources de revenus. Je voudrais d'abord vous parler un peu du financement de manière générale avant de venir vraiment sur la question des investisseurs et de la relation avec eux en tant que tech hub et en tant que startup. Donc, quelques rappels très simples sur les sources de financement, différentes sources qui sont vraies quels que soient les pays. Évidemment, le poids d'entre elles sont plus importants dans certains pays que dans d'autres, notamment les sources donc, de financement public. Les aides à l'innovation, elles sont très très importantes en France, elles sont moins importantes dans certains pays d'Europe, c'est le cas en Italie par exemple, il y a moins de sources de financement public autour de l'innovation pour les startups, mais il y en a quand même, et elles existent aussi en Afrique, localement, en fonction des sujets. Ça dépend beaucoup des politiques qui ont été mises en place dans les pays concernés ou les régions concernées. Il y a également comme source de financement des prix ou des concours, qui, eux, peuvent se situer à des échelles locales, nationales ou internationales. Et ça va de quelques centaines d'euros ou équivalent monnaie à plusieurs millions pour certains d'entre eux qui ont une portée internationale. Par exemple, dans la Deep Tech, Hello Tomorrow conduit chaque année un appel à projet mondial qui est récompensé d'un prix d'1 million d'euros. Et donc ça, toutes les entreprises de tous les pays peuvent y participer. Il y a des incitations sociales et fiscales qui sont dépendants évidemment du pays. Alors la France est assez connue sur ce sujet-là, notamment à travers un dispositif qui s'appelle le crédit impôt recherche, qui permet de détaxer énormément de l'argent qui est mis dans la recherche qui vise à l'élaboration d'innovations, que ce soit pour des entreprises publiques ou des entreprises privées, et c'est vrai pour des startups. Il y a les prêts bancaires, qui est le financement finalement traditionnel de l'entreprise, qu'elle soit innovante ou non. Et puis, il y a tout ce qu'on appelle le capital investissement, notamment donc l'argent privé qui va venir abonder les entreprises dans leur développement et notamment constituer une partie des fonds propres, en tout cas des fonds actionnables de l'entreprise. C'est sur cette partie qu'on va creuser un peu plus ensemble aujourd'hui. Juste un rappel très simple sur l'apport des fonds propres. Il peut venir de deux endroits différents, soit l'apport direct des fondateurs qui peuvent avoir des ressources, que ce soit des économies qui sont amassées. En ce qui concerne la France, éventuellement le reliquat des droits du chômage, parce que le système français le permet, ou des prêts d'honneur, par exemple, qui sont des prêts intuitus personae, donc qui portent sur les personnes, et ils vont être prêtés aux gens. C'est des prêts à taux zéro, généralement, donc ils vont rien coûter, et qui vont permettre de démarrer en fait son entreprise avec un pécule de départ qu'on va pouvoir investir. Pour ceux que ça intéresse, notamment sur les territoires africains, je vous encourage à aller lire la très bonne documentation qui a été publiée en 2019, fin 2019, par Bondinov, qui est un tech hub français, francilien exactement, qui a travaillé sur les prêts d'honneur en Afrique. Et en fait, le document vaut le coup parce qu'il traite d'autres choses que de les prêts d'honneur. Il présente notamment également les investisseurs et la structure de l'Afrique francophone sur le financement de l'innovation. Donc pour ceux qui sont concernés, c'est un document qui est intéressant. Je souhaite en parler ici. Et puis, au-delà de l'apport des fondateurs, il y a les investisseurs extérieurs, qui sont de différentes natures. Vous en avez peut-être entendu parler ou pas. En gros, il y a, de mon point de vue, 4 grandes natures. Il y a le capital de proximité, qu'on appelle plus communément le love money, ou les 3 F, Friends, Family and Fools, les gens qui sont assez fous ou qui vous aiment suffisamment pour vous suivre un peu les yeux fermés en mettant de l'argent dès le début de l'aventure, c'est-à-dire quand on part plutôt sur une idée. Les investisseurs individuels, on va parler de business angel ou éventuellement de smart money, j'y reviendrai sur cette notion. Puis les investisseurs en capital risque, ou les venture capitalistes, VC, qui eux ont des poches beaucoup plus profondes et qui constituent aujourd'hui finalement l'alimentation principale en capitaux privés des startups en Europe, en Afrique, aux États-Unis, en Chine, partout dans le monde. Et puis, une 4e voie qui est celle du crowdfunding, à travers différents dispositifs, qui est également un moyen pour les entreprises de se financer. Juste en commençant par là, encore une fois, c'est quelques éléments, on pourrait revenir si vous voulez dans les questions, mais je voudrais donner une vue globale sur le sujet. Donc le crowdfunding, il y a 3 grands ensembles. Le crowdfunding strictement parlant, qui est l'échange de cash contre un bien, un service ou un produit. Les plateformes les plus connues sont des plateformes mondiales
comme Kickstarter, Indiegogo ou KissKissBankBank. Donc ça, tout projet peut décider de proposer son produit ou son service dessus à la prévente finalement, de manière à générer du cash. Ça a l'avantage de ne pas coûter de ressources de l'entreprise, c'est une prévente. Il y a le crowdseed, qui est une partie qui nous intéresse plus aujourd'hui, puisque c'est du cash contre des parts, donc de l'equity. Alors il y a beaucoup de plateformes qui existent, elles sont thématisées ou non, elles sont régionalisées ou non, mais en tout cas c'est un moyen pour des entreprises de se financer à travers une foule de personnes qu'elles ne connaissent pas, qui vont décider d'investir dans l'entreprise en achetant des parts, grâce à des plateformes qui vont les rassembler, comme Wixseed ou Anaxago, présent en France par exemple. Et puis il y a le crowdlending, qui est le cash contre cash, de manière très synthétique, c'est en gros la désintermédiation d'une activité bancaire, donc comment les particuliers peuvent eux-mêmes prêter leur argent à des entreprises pour en récupérer un revenu, puisque c'est un prêt qui est assorti d'un pourcentage quand l'entreprise va rembourser le particulier. C'est la finance alternative, et l'avantage est qu'elle est très transversale aujourd'hui. Et donc c'est un moyen de se financer intéressant, quelles que soient les startups qui sont concernées, donc quelles que soient, pour ceux qui sont du côté des tech hubs, les entreprises que vous accompagnez. Les business angels, j'en ai parlé, c'est la première source de financement, on va dire, privé des entreprises significative. C'est des individus fortunés qui apportent à titre privé des fonds à une jeune entreprise, généralement avec une participation minoritaire au capital, et ils vont également apporter du réseau et de l'expérience. Parfois, vous entendrez le mot de smart money, qui est objectivement un aspect très intéressant des business angels. C'est souvent des angels, donc des gens qui ont des moyens, mais qui vont comprendre le business dans lequel se situe l'entreprise. C'est un avantage fort, c'est que vous n'avez pas besoin de leur expliquer. Je vous donne un exemple. Vous êtes une entreprise qui développait un dispositif dans la cardiologie, eh bien, il peut être intéressant d'aller voir des cardiologues, qui sont des personnes qui ont des moyens financiers, et qui vont comprendre l'usage de votre produit ou votre service, parce qu'ils en sont potentiellement des utilisateurs. Et dans ce cas-là, ça a l'avantage d'être beaucoup moins coûteux en termes de temps pour arriver à les convaincre de l'intérêt là-dessus. C'est un autre avantage, c'est que c'est potentiellement des futurs utilisateurs qui vont pouvoir faire rayonner votre service ou votre technologie. Donc ça, c'est une stratégie qui peut être intéressante de mettre en place. On les trouve par différents moyens, soit des relations personnelles, soit via des réseaux thématiques. Alors en France, il en existe comme Angel Santé, Cleantech BA, IT Angel sur différents sujets, via des réseaux régionaux ou via des réseaux généralistes. C'est le cas de la France, mais globalement, ça s'applique à d'autres pays également. Et puis, passer par des tech hubs qui ont, eux, des relations avec eux ou qui doivent essayer potentiellement de les obtenir, est un moyen également de rentrer en contact avec eux. Le capital risque, qui va nous intéresser de manière plus approfondie aujourd'hui, qui sont des investisseurs institutionnels, alors au sens institution, entreprise. Ce sont des sociétés de gestion qui vont lever de l'argent sur les marchés financiers et l'investir dans des sociétés. Ils vont s'adresser à des typologies d'entreprises particulières en fonction de leur cible et en fonction de la maturité de l'entreprise. Certains sont positionnés très tôt dans l'innovation, d'autres sont positionnés un peu plus tard. Le capital risque en tant que tel, les VC, sont positionnés plutôt tôt au niveau de démarrage des entreprises, un peu avant l'arrivée sur le marché ou au démarrage des lancements des produits ou des services sur les marchés. Ils ont généralement un portefeuille qui est assez limité. Ils investissent dans un certain nombre d'entreprises, mais pas tant que ça, de manière à diluer leurs risques. Et ils ont chacun une politique d'investissement spécifique. Il y en a qui n'investissent que dans les sujets de santé, d'autres que dans les sujets numériques, d'autres que dans les sujets d'impact. Il y en a, ils cherchent une rentabilité spécifique, etc., etc. Il y en a aujourd'hui de plus en plus qui cherchent un engagement également sociétal, avec un impact sur le climat, sur le développement durable, ou ce genre de choses. Ils peuvent être trouvés généralement plutôt par les réseaux. Il est beaucoup plus difficile d'avoir des contacts directs avec eux, parce qu'ils sont généralement moins qualifiés. C'est pas impossible, mais c'est plus difficile. Et éventuellement des leveurs de fonds, qui sont des individus ou des sociétés qui vont aider des structures, des startups, à lever des fonds justement auprès de ce type d'acteurs. J'ai mis en bas à droite, comme vous pouvez voir, la notion de corporate, puisque des entreprises installées peuvent également parfois avoir un fonds d'investissement en propre, généralement qui investit dans leur domaine d'intérêt ou d'expertise. Et donc, c'est un acteur qui est intéressant à aller voir, sachant que les corpos, par exemple, sont souvent beaucoup plus intéressés ou facilement intéressables à des technologies de type hardware.
aujourd'hui, la majorité des technologies qui sont financées sont plutôt du service numérique. Et beaucoup de VC investissent plutôt dans ce domaine-là parce que c'est capitalistiquement moins coûteux, le développement va coûter moins d'argent, et donc il y a moins de risques. Là où le hardware, qui continue à être créé, à innover dans beaucoup de domaines, est plus difficile à financer parce que les risques financiers sont plus importants. Et ben, les corporates, notamment ceux qui maîtrisent les sujets du hardware, sont souvent bien plus bienveillants envers ce type d'entreprise. Aller chercher de l'argent privé, ou mettre son argent propre, ça permet notamment de faire ce qu'on appelle l'effet de levier, c'est-à-dire qu'avec 1 euro d'argent privé, on va pouvoir, en fonction des pays évidemment, aller récupérer 1 euro d'argent public. C'est le cas en France. En France, en général, c'est 50-50. 1 euro d'argent privé donne 1 euro d'argent public. Ce qui fait que 1 euro plus 1 euro, ça fait 2 euros. Et ces 2 euros, c'est une valeur ajoutée sur l'entreprise. Ces 2 euros, on va pouvoir les utiliser de différentes manières, en capital, en RH pour recruter, par exemple, aller créer de la valeur humaine sur l'entreprise, investir, acheter, travailler l'entreprise, investir sur le développement commercial, etc. Et donc, ça va permettre de vraiment faire un levier depuis l'argent privé sur l'argent public pour avoir plus de moyens. S'il y a une chose à retenir de ces différents acteurs que j'ai évoqués, que je vous présente plutôt un peu en mode catalogue, c'est cette slide-là, avec, en fonction des phases de développement de la start-up que vous avez en horizontale, vous avez également son besoin financier qui est en augmentation et les typologies d'interlocuteurs financiers qu'il est intéressant de voir ou auxquels on peut s'adresser en fonction de ces phases de développement. Donc tout au démarrage en bas à gauche, vous avez plutôt à la création de l'entreprise, au moment de la phase de R&D, d'idée, avant la naissance ou juste à la naissance, vous avez le love money que j'évoquais tout à l'heure, donc les gens qui vont mettre un peu d'argent parce qu'ils vous aiment bien. Vous allez pouvoir aller chercher des concours ou des prêts d'honneur, des aides qui interviennent plutôt au début. Puis, quand il va s'agir d'aller chercher un peu plus d'argent pour se développer, allez vous adresser au niveau des business angels qui vont investir. Alors, c'est des moyennes, hein, bien évidemment, et elles dépendent des pays, elles dépendent des typologies d'investisseurs, entre 50 et 400 000 euros globalement en moyenne pour les projets, généralement en dessous du million d'euros. C'est bien sûr pas vrai pour quelques grands business angels qui vont avoir beaucoup de moyens financiers. Il y en a plein que vous devez connaître sans doute, mais Elon Musk, par exemple, aux États-Unis, Xavier Niel en France, ont des poches bien plus profondes et investissent des montants bien plus conséquents. Puis, quand on va aller chercher des montants autour du million ou supérieur, on va aller voir le capital amorçage. Ce sont les ventures capitalistes, donc dans des phases qu'on appelle amorçage, qui sont vraiment à l'amont de l'entreprise. Elle n'a pas forcément encore fait aboutir son produit sur le marché, où ça vient d'arriver et il y a un début de traction commerciale. On va aller chercher de l'argent pour se développer plus avant. Et puis, quand on a confirmé cette traction, on va plutôt aller s'adresser au capital risque pour aller chercher plus d'argent. Ça correspond à des phases ultérieures de levée. Vous entendrez parler de termes comme pré-seed, seed, série A, série B, etc. On va aller chercher plus d'argent, etc. Et on va s'adresser comme ça à différents maillons de la chaîne. Les investisseurs, quand ils viennent au début, n'ont pas forcément vocation à rester tout au long de la vie de l'entreprise. Ils vont chercher à sortir à un moment donné. Et donc, c'est pour ça qu'on peut s'adresser à d'autres typologies d'acteurs qui n'ont pas les mêmes moyens et qui ne vont pas apporter les mêmes compétences. En tant que Tech Hub, ce que j'ai mis en bas de l'écran, vous pouvez intervenir en fonction de l'endroit où vous êtes positionné à peu près à tous ces niveaux-là. Et le rôle d'un Tech Hub va être potentiellement de faciliter, d'encourager, de permettre la connexion entre les startups et les investisseurs. Et c'est la partie qu'on va développer juste après. Globalement, quelques éléments clés. Si on doit se positionner en tant que Tech Hub, sur où essayer de mettre la valeur de ce qu'on peut apporter par rapport à cette relation des investisseurs privés, et ça n'engage que moi, mais c'est une proposition qui dépend évidemment des moyens du Tech Hub. La Love Money, c'est plutôt des interlocuteurs qui sont personnels, donc qui sont plus difficiles à identifier. Souvent, ils sont même arrivés avant que l'entreprise arrive dans un Tech Hub, quel que soit son niveau de positionnement, et donc il est difficile de les structurer et d'interagir dessus. Les business angels, c'est souvent plus dispersé. Alors les réseaux le sont moins, il est intéressant de travailler sur cet axe-là, et donc les relations en tant que acteur de l'écosystème, d'un écosystème particulier, de travailler avec la relation avec les réseaux de business angels, mais sinon autrement, c'est des individus particuliers,
Donc, par essence, ils sont dispersés et ça peut coûter beaucoup de ressources à un tech hub que d'essayer de structurer cette démarche. Elle est intéressante, mais elle est sans doute très consommatrice de ressources. Alors que les VC, capital amorçage ou capital risque, sont souvent beaucoup plus structurés, ils ont plus de moyens, ils interviennent à des phases relativement critiques de l'entreprise, avec des moyens conséquents. Et donc, du coup, c'est sur cet axe-là que je recommande, moi, de mettre les ressources de l'incubateur si on veut construire des relations avec eux au bénéfice des startups qui sont accompagnées par les différentes tech hubs là-dessus. Encore une fois, plus le tech hub a des moyens, plus il va pouvoir remonter dans cette chaîne de valeur et interagir avec ces différents réseaux et structurer des écosystèmes qui vont permettre de créer de la valeur pour tous. Concrètement, le rôle d'un VC, pour rentrer un peu plus dans le détail, et je pense que c'est important de le comprendre, parce qu'il faut toujours comprendre un acteur avant de vraiment savoir ce qu'on peut avoir à faire avec lui. Son rôle, c'est de lever des fonds et d'investir. Donc, ils vont lever des fonds auprès d'un certain nombre de souscripteurs, privés ou publics, pour placer ces fonds à travers de l'investissement dans des jeunes entreprises innovantes. Et donc, leur boulot, c'est de dire non. La majorité des cas, c'est de dire non. Il faut savoir qu'un VC traditionnel, en tout cas c'est le cas en France, ils vont recevoir 1000, 2000, 3000, 5000 dossiers par an, en fonction du VC. Alors plus ils sont larges, plus ils en reçoivent, et ils vont faire 6, 10, 15 investissements dans l'année. Donc ils vont surtout dire non. Donc comprendre ça, c'est comprendre qu'on ne va pas pouvoir faire financer toutes les startups qui sont accompagnées par un tech hub par les VC, ou en tout cas par tous les VC. Et c'est essayer de comprendre que certains ont des spécificités et qu'il va falloir adresser les bonnes entreprises aux bons interlocuteurs au bon moment. On y reviendra tout à l'heure. Leur boulot, c'est également de créer de la valeur. L'argent qu'ils lèvent et qu'ils investissent, ils visent à créer une valeur, un retour sur investissement pour leurs souscripteurs. Et globalement, eux, ils vont en tirer des management fees de l'ordre de 3-4% en France, plus éventuellement un retour sur investissement des exits. Donc, quand ils sortent d'une entreprise dans laquelle ils vont investir, ils vont récupérer une plus-value si l'entreprise a eu une valeur qui a augmenté. Et donc, faire une plus-value. Ça, c'est la manière dont ils se rétribuent. Mais ils visent à créer de la valeur aussi pour leurs souscripteurs, où grosso modo, ils vont chercher à leur permettre un rendement significatif dans leurs investissements. Plus ce rendement est important, plus les investisseurs vont se bousculer pour mettre des fonds dans le VC en question, parce qu'ils sont réputés comme ayant une bonne capacité à investir dans les bons projets. Mais globalement, c'est leur seul intérêt. Donc, il faut être en capacité à présenter des boîtes qui vont leur permettre de répondre à leurs problématiques, créer de la valeur pour eux-mêmes, créer de la valeur pour leurs investisseurs. Et leur boulot, fondamentalement, et ça c'est la ligne de base, c'est de limiter les risques. Alors certes, un investisseur est différent d'une banque qui a la gestion du risque comme le facteur clé de son business, mais forcément un investisseur a moins cette gestion du risque, elle est plus faible, mais elle existe et elle est très significative. Ils disent non dans la majorité des cas. Donc ils vont dire oui sur les dossiers qui présentent le moins de risques et le plus de retour sur investissement. Et tout ce qui constitue les différents aspects d'une entreprise, les RH, donc les équipes, les personnes, le produit, le service, l'environnement, la propriété intellectuelle, les barrières à l'entrée, la concurrence, la capacité à déjà avoir des clients, confirmer sa traction, etc., sont des éléments qui soit portent un risque, soit portent une manière de dérisquer l'entreprise. Et plus on va travailler avec les entreprises pour limiter les risques, plus des investisseurs seront susceptibles d'investir chez eux. Globalement, d'un point de vue écosystème, la startup est au centre de la relation entre les investisseurs et les tech hubs, accélérateurs, incubateurs. Les VC, ils vont pour eux alimenter la startup par du financier et lui apporter des ressources. Les tech hubs, ils vont alimenter la startup par des conseils, des connexions, du financier éventuellement ou d'autres choses pour lui permettre de se développer et de maximiser son potentiel. Pour un VC, il perçoit donc un tech hub comme une source de projets dans lesquels il va pouvoir investir. Plus le tech hub aura une qualification importante, plus il aura sorti de projets qui auront été des succès, plus le VC va avoir une relation forte avec lui parce qu'il est potentiellement pourvoyeur d'une source significative de valeur. De l'autre côté, pour un tech hub,
un VC, c'est surtout vu comme une source de financement pour ces startups, donc la capacité de leur permettre de passer les étapes d'après. Et donc c'est important, et cette relation va se créer entre les VC et les tech hubs pour permettre d'échanger afin de nourrir finalement leurs clients à tous les deux, que sont la startup. Et si on se place du point de vue d'un tech hub, là, ce que j'ai voulu montrer, c'est les positions que peut prendre un tech hub pour travailler cette relation avec les investisseurs. En gros, quels sont les champs d'intervention qu'il peut exploiter pour apporter une valeur à ces startups en lien avec les investisseurs et leur permettre justement de trouver des financements et de se développer. Et évidemment, et je l'ai redit précédemment, ces champs d'intervention sont dépendants des contraintes du Tech Hub. Donc en fonction des ressources, pour ceux d'entre vous qui font partie de Tech Hub, en fonction des ressources que vous avez, il est important de savoir où on décide de mettre ou pas ces ressources. Les 3 blocs que vous avez ici, qui représentent pour moi les 3 aspects principaux sur lesquels peut intervenir un Tech Hub pour une startup dans la question de la relation avec les investisseurs, eh bien, sont proportionnels à l'importance qu'ils revêtent de mon point de vue. Ça n'engage que moi, mais la partie préparation est pour moi extrêmement prépondérante. Il y a également la partie du mapping, du fléchage, dont je vais parler un peu plus après, et puis la partie de l'accompagnement, qui, elle, est également significative. Donc ça, c'est vraiment le point de vue de comment un tech hub peut amener de la valeur pour ces entreprises et contribuer à renforcer ce réseau que je viens de présenter précédemment. Donc, globalement, sur la partie préparer, questionner, alors, pour savoir où vous en êtes, il suffit de regarder le petit schéma en haut à gauche, et puis le titre porte aussi la partie. Il faut comprendre que pour une startup, lever des fonds, c'est une phase qui est continue et critique. Et les investisseurs privés sont donc une étape clé. Quand on est une startup, pour bien préparer son tour d'investissement, il va falloir anticiper ses besoins pour définir le bon moment pour y aller. Il y a forcément un bon moment pour y aller. Il y a une question de la concurrence n'est pas encore très active. Y aller maintenant, c'est prendre une avance dessus. Il y a la capacité à avoir des fonds à un moment donné parce qu'on est dans une phase opportuniste, qu'on a un début de traction qui est intéressant et on cherche à accélérer très vite. Il y a l'atteinte de certains objectifs qui vont permettre de débloquer des fonds par rapport aux attentes que peuvent avoir ces investisseurs, etc. Mais c'est un processus qui est très long. Ça prend du temps. Si ça prend du temps, ça veut dire que c'est risqué. C'est risqué pour la startup, comme c'est risqué pour les investisseurs qui sont en face. Si ça prend du temps, eh bien, ça veut dire qu'on peut être amené dans la vie d'une startup à le faire à un moment donné, on va se retrouver à court de trésorerie. Si les choses n'ont pas été bien anticipées, quand on est à court de trésorerie, du coup, on perd tous ces leviers de négociation, puisque les investisseurs en face vont être les seuls capables de mettre de l'argent dans l'entreprise, et donc ils vont être en position de force pour négocier si elle a le couteau sous la gorge. Donc, plus on anticipe ces levées de fonds, plus on prépare ça en amont du manque de cash, plus on est en capacité à mieux gérer ces négociations avec eux. Ça, c'est important de comprendre ce type de réflexion qui doit être celle qui pilote la réflexion d'une startup là-dessus. Et préparer son tour d'investissement, c'est donc définir une stratégie de financement, soit directement en equity, qui est l'objet là dont on parle, mais en fait, peut-être que ce n'est pas le bon moment de lever de l'equity. Et peut-être qu'il y a d'autres sources de financement qui vont permettre de donner de la capacité financière au projet, des ressources qui vont lui permettre d'atteindre certains paliers qui seront plus intéressants d'avoir atteint pour aller lever des fonds ensuite. Et bien ça, un tech hub joue un rôle très important dans la capacité à aider le projet à identifier le bon moment pour y aller, à identifier la bonne stratégie de financement qui n'est pas immédiatement de lever des fonds parce que le projet veut lever des fonds. C'est de mon point de vue le rôle d'un tech hub de l'accompagner sur le sujet. Et pour ça, il faut être en capacité à le questionner. Je vous ai mis ici quelques exemples des questions qui sont clés et que doit se poser une startup. Est-ce qu'elle a besoin d'argent? Si oui, combien? Sur combien de temps? On emprunte sur un temps donné. Si on emprunte sur un temps trop court, de 6 mois par exemple, parce qu'on va relever des fonds 6 mois après, ça n'a aucun sens dans la mesure où lever des fonds prend 6 à 9 mois. C'est-à-dire qu'on est en permanence en train de lever des fonds. Si on est en permanence en train de lever des fonds, on ne crée pas de valeur pour l'entreprise à long terme. À quoi va servir ces fonds? À quoi on va les affecter? C'est un sujet important pour des investisseurs. Je lisais aujourd'hui un post d'un investisseur en question d'ailleurs, qui était très surpris qu'une startup qui vienne le voir pour le lever en seed ne lui ait pas mis ni d'éléments de valorisation, c'est-à-dire de combien vaut la startup
à un moment donné, ni à quoi allait servir l'argent qu'elle voulait lever. Globalement, c'est assez éliminatoire pour une entreprise. Un investisseur a besoin de savoir comment son argent va être utilisé pour savoir s'il est bien employé par rapport aux enjeux stratégiques de l'entreprise, au secteur dans lequel elle se situe, au moment donné où elle est. Combien va coûter cet argent? Parce que l'argent a un coût, évidemment, notamment potentiellement en termes de part de l'entreprise. Donc c'est une perte de valeur future. Donc il faut évaluer le coût de cette perte par rapport aux bénéfices qu'il permet d'atteindre et la valeur que cet argent va créer, qui est justement le bénéfice en question. Donc est-ce que l'argent qu'on lève va permettre de créer plus de valeur? Si on lève 1 million d'euros pour faire 1 million d'euros de production, qu'on va vendre 1 million d'euros et pas créer de valeur supplémentaire, bah, c'est compliqué. Si grâce à ce million, on va développer, je ne sais pas, par exemple, dans un médicament, on va passer une phase clinique supplémentaire, et bien du coup, on va gagner en valeur puisqu'on aura atteint une étape supérieure qui fait que la start-up a une valeur plus forte aux yeux de futurs investisseurs. Et donc, on va valoriser son investissement. Et comprendre les outils de financement de son écosystème, c'est pouvoir les utiliser au bon moment, en tout cas recommander les bons outils au bon moment pour les startups qu'on accompagne en tant qu'Intech Hub. C'est vrai pour une startup, hein, ce que je dis. Son rôle, c'est de se poser les questions, de comprendre quels outils elle va pouvoir aller solliciter. Mais les tech hubs, de mon point de vue, sont censés être ancrés dans des écosystèmes locaux, nationaux, internationaux, comprendre le jeu des acteurs en place, et notamment la politique de financement, qui est le nerf de la guerre avec les clients, qui est aujourd'hui quelque chose d'assez mal représenté, parenthèse mise à part. Et du coup, comprendre cet environnement, c'est pouvoir l'utiliser au bon moment, de la bonne manière, pour les bons projets. Et ça fait une vraie différence. C'est pour ça que cette phase de préparation et de questionnement, elle est importante. Si on passe à la deuxième phase sur laquelle les tech hubs peuvent se positionner pour accompagner les startups dans le cadre de leur relation avec les investisseurs, c'est celle du mapping. C'est-à-dire qu'il s'agit plutôt de mapper, flécher ou filtrer là-dessus. Le rôle d'un tech hub, c'est de comprendre qui sont les acteurs en place dans le cadre de l'investissement privé. C'est de maîtriser l'ensemble de ces acteurs pour savoir lesquels ont quelles compétences et qu'est-ce qu'ils vont apporter aux startups. Que tel VC est plutôt spécialisé dans la santé, tel VC plutôt spécialisé dans l'impact, tel VC dans l'énergie, tel VC, etc. Parfois, il y en a qui ont plusieurs axes. C'est savoir qu'au-delà de la partie sectorielle, ils vont être capables d'amener potentiellement d'autres ressources. Un savoir-faire, c'est souvent le cas, un réseau, c'est souvent le cas également, parfois du recrutement. Certains investisseurs, c'est le cas en France, c'est le cas en Europe, vont proposer des temps de ressources partagées sur des compétences clés de l'entreprise. Par exemple, des businessmen qui vont venir épauler l'entreprise sur son développement. Parfois des DRH à temps partagé, etc. Et parfois, ils vont même utiliser leur réseau pour favoriser le recrutement de personnes clés dans l'entreprise. Il y en a qui vont pouvoir aider sur le développement du produit. Quand on développe un produit hardware, par exemple, c'est très important sur les phases d'industrialisation. Certains investisseurs sont spécialisés là-dedans, c'est un avantage non négligeable. Certains sont spécialisés et présents à l'international. Pour des entreprises qui cherchent à se développer sur des axes internationaux, c'est un axe qui est intéressant. Et donc, en tant que tech hub, et encore une fois, c'est vrai en tant que startup, mais c'est une des valeurs que peut amener un tech hub, il est important de comprendre les capacités d'investissement, l'impact de ces investisseurs, de comprendre les caractéristiques idéales d'un investissement pour un acteur de l'investissement. Si vous comprenez que le VC en question, lui, ce qui l'intéresse, c'est uniquement des boîtes digitales qui ont une visée à se développer sur le territoire américain en plus du territoire africain et du territoire européen, bah vous savez que vous allez lui adresser des projets dans ce champ-là. Ça évitera de lui adresser des mauvais projets et donc ça permettra de renforcer la relation que vous créez avec lui parce que vous lui adressez des bons projets qui lui correspondent, il décidera ou pas d'investir dessus et le projet fera également son travail pour essayer de le convaincre, mais du coup, vous créez une relation qui renforce la confiance de chacun dans la boucle et qui fait que le jour où vous lui envoyez un projet, vous êtes sûr qu'il va le rencontrer. Et donc ça, c'est donner une opportunité supplémentaire à vos projets en tant que tech hub et donc la capacité supplémentaire à mieux les financer. Et vaut mieux un bon deal que trop d'argent. Ça, c'est un rôle qu'on peut avoir. Prendre de l'argent trop tôt
il peut devenir compliqué derrière de créer des valorisations suffisantes pour justifier d'une valeur supérieure, et ça peut être compliqué de lever des fonds ensuite, même si c'est parfois tentant. Le rôle d'un tech-up, c'est aussi d'accompagner, de questionner les projets sur leur stratégie là-dessus. La partie accompagnement, qui est donc la troisième partie, sur laquelle il y a un axe important, qui est en fait finalement dans la démarche de lever des fonds. Une fois qu'on a aidé à questionner, à savoir que c'était le bon timing, le bon moment, et qu'on a aidé à identifier les fonds qui sont pertinents, c'est potentiellement d'accompagner les projets sur cette démarche-là. Pour ça, il y a plein de documents qui sont à préparer dans le cadre d'une levée de fonds, des classiques que vous devez connaître, comme l'executive summary, le pitch deck, le business plan sur la partie financière, le business plan sur le reste, et puis les questions de valorisation qui seront importantes et qui, dans l'absolu, visent à aboutir à une chose, c'est qu'une fois qu'on a présenté un fonds, qu'on a convaincu, qu'on a initié des relations et qu'on a commencé à discuter, l'idée c'est d'arriver jusqu'à la term sheet qui va piloter le reste des échanges et normalement l'arrivée du financement. Et donc ça, un incubateur, un accélérateur peut se positionner, doit développer des expertises de mon point de vue pour pouvoir accompagner les projets sur ces sujets, d'autant plus qu'ils pilotent d'autres aspects de l'entreprise qui sont importants. Quand une startup va discuter avec les investisseurs, ils vont s'efforcer de comprendre le projet et réciproquement, c'est-à-dire l'entreprise et l'investisseur, vont chercher à se connaître le mieux possible et à négocier autant que possible les bases de leur discussion préalable à travers la term sheet, qui est la pré-proposition d'investissement. L'idée étant de savoir auprès de qui vous vous engagez. Alors, il va y avoir beaucoup de choses qui vont être discutées, je ne vais pas détailler là plus avant, mais vraiment, c'est l'enjeu majoritaire de cette relation entrepreneur-investisseur, qui est celui de la term sheet qui définit les contraintes finalement légales, les bases du contrat, de la relation entre l'investisseur et l'investi. Et ça, typiquement, un tech-up peut aussi intervenir sur ce sujet-là. Évidemment, en fonction de ses ressources, il va peut-être plutôt mettre des ressources sur la partie documentation, donc préparer tous les formats qui vont bien, le pitch, etc. Mais il peut aller jusqu'à l'accompagner sur le term sheet, sans être pour autant avocat, parce que ça peut se positionner sur des sujets d'acculturation. C'est quoi un term sheet? Quels sont les types de clauses qui sont compris dans ce term sheet? Quelles sont les ressources sur lesquelles un projet peut s'appuyer pour préparer ces choses-là, à la fois en termes d'éléments concrets. Donc, par exemple, le Galion Project en France a proposé des term sheets traditionnels classiques entre VC et start-up pour faciliter le début de la relation, voire en se basant sur la connaissance qu'il a des term sheets des start-up qui sont passés chez lui, va pouvoir avoir construit une connaissance supérieure par rapport à ce que font tel ou tel fonds, même si un term sheet en tant que tel est confidentiel, donc il faut être dans un cadre qui permet de le faire, ou recommander des experts, notamment juridiques, qui vont permettre d'agir sur le sujet. Donc là, vous avez quelques clauses typiquement classiques d'un term sheet, avec, par exemple, les ratchets, qui sont... je ne vais pas parler des ratchets, je vais parler des anti-dilution rights, qui sont la capacité pour quelqu'un à ne pas se diluer lors d'un tour futur. C'est ce qui a permis, notamment à Facebook, pour ceux qui ont vu The Social Network, à Mark Zuckerberg de garder énormément de parts de l'entreprise et faire sortir l'un de ses associés, parce que tout le monde a eu des anti-dilution rights, sauf lui. Donc c'est lui qui s'est entièrement dilué à l'arrivée de nouveaux associés. Les ratchets, je vais quand même en parler, c'est le rachat d'actions par l'un ou l'autre des parties si on a dépassé ou on a été en dessous des objectifs qui avaient été posés lors de la valorisation de l'entreprise. Et puis encore plein d'autres, vous pouvez regarder. Il en existe beaucoup plus que ça, mais ça c'est assez standard. Et en fonction des années, en fonction des pays, en fonction des moments d'investissement, on ne va pas forcément avoir les mêmes dans les term sheets, donc c'est important de les comprendre. Ça permet d'aider le projet à avancer plus vite. Voilà, ça c'est quelques exemples sur lesquels un tech-up peut se positionner là-dessus. Mais en tant que tel, un tech-up n'est pas obligé de le faire tout seul. Et la relation avec les investisseurs n'est pas nécessairement monosens. De mon point de vue, elle doit être à double sens. J'ai dit tout à l'heure que ce sur quoi se positionnait un tech-up dépendait de ses ressources. Une partie de ces ressources peuvent être prises à l'extérieur, et notamment auprès des investisseurs, pour remplir ce travail eux-mêmes. Alors forcément pas auprès d'entreprises auxquelles ils vont investir, globalement, dans la plupart des cas, ce ne sera pas le cas, mais on peut se servir de cette relation avec les investisseurs pour renforcer
le lien entre le Tech Hub et les investisseurs, contribuer à renforcer ce réseau au service et au bénéfice des startups qui sont accompagnées. Donc typiquement, un Tech Hub peut par exemple se servir d'un VC dans l'exploiter, entre guillemets, sur différents axes, notamment ces axes de sélection, recrutement de nouvelles startups, de jury, d'avis d'expertise. Il y a une startup qui se développe dans un domaine, si les relations qui ont été instillées sont suffisamment fortes avec un VC, il est tout à fait possible de discuter avec lui de sa connaissance du domaine, sans forcément aborder la startup en question, en tout cas ce qui n'est pas confidentiel, si c'est le cas, et pour avoir des informations d'un expert du domaine, qui n'est pas forcément l'enjeu et le rôle d'un tech hub, mais il peut aller chercher cet avis ailleurs. Donc on peut exploiter la relation avec les investisseurs qu'on a contribué à créer, à renforcer, aux bénéfices propres du Tech Hub. De même, si on a construit des bonnes relations, si on a réussi à avoir des projets qui sont bons, qui sont développés dans le temps, qui vont se renforcer, qui ont levé suffisamment de fonds, qui ont réussi à bien se développer, et qu'on a une bonne relation avec les Tech Hubs, les investisseurs, pardon, ils vont être plutôt enclins à envoyer de nouveaux projets à potentiel, parce qu'ils se disent, moi, le Tech Hub apporte une valeur forte à mes projets, dans la partie évidemment investissement, mais dans le reste. Et donc, du coup, c'est intéressant pour moi de leur envoyer des projets qui sont peut-être trop pas bons pour moi, mais qui m'intéressent, et je veux leur donner des chances importantes de se développer, ou des projets qui sont chez moi et qui pourraient bénéficier de ce que peut apporter le Tech Hub. Et enfin, le troisième axe, qui est celui de la formation. Il peut être très intéressant d'exploiter les investisseurs pour former, acculturer, donner des clés aux entrepreneurs qui sont accompagnés par les tech hubs en question sur différents sujets que sont le pitch, le business plan, la préparation à la levée de fonds et la stratégie. En fait, tous les sujets que j'ai expliqués plus haut. Pour vous donner un exemple, dans mon précédent incubateur, on avait monté des points mensuels. Un mois sur deux, on faisait travailler les startups entre elles sur des sujets de levée de fonds. Donc, on préparait des pitchs, on prenait 3 startups et on travaillait les pitchs en croisée avec des gens de l'incubateur et les 3 startups entre elles qui étaient à des stades différents et qui allaient travailler leur pitch entre elles. Et l'autre mois sur deux, on faisait venir un investisseur qui venait voir 3 pitchs et qui venait les critiquer dans le sens positif du terme pour les aider à avancer dans une perspective future de levée de fonds. Ça a une valeur forte, ça permet d'avoir accès à une ressource qui est pertinente, experte, au bénéfice de ces projets et qui va être utile. Ça permet pour le VC de voir potentiellement plus tôt des projets à fort potentiel et souvent ça fait partie de leurs enjeux que de créer et de renforcer ces liens avec leurs écosystèmes qui sont composés par les tech hubs. Donc ça vaut le coup, entre guillemets, de les exploiter au bénéfice réciproque de chacun, évidemment. Et donc ça, c'est vrai sur le business plan, c'est vrai sur la préparation de levée de fonds, c'est vrai sur d'autres aspects, tout ce que vous pouvez imaginer et la relation que vous pouvez créer avec ces tech hubs. L'idée étant de maximiser la création de valeur par rapport à ses propres contraintes en tant que tech hub et d'ouvrir le réseau. En synthèse, du coup, si je devais conclure et renforcer un peu le schéma que je vous ai présenté tout à l'heure, finalement, on a un écosystème qui est interconnecté. Le Tech Hub peut amener également au VC une capacité à renforcer le projet. Le VC peut également être une ressource d'accompagnement pour le Tech Hub et à travers les différents apports que j'évoquais. Mais c'est un rapport qui est fragile puisque globalement, c'est plutôt les Tech Hubs qui ont besoin des VC pour leur propre startup que l'inverse. Et donc, il faut savoir l'entretenir correctement, avoir une politique active et s'appuyer, ne pas hésiter à s'appuyer sur ces startups qui ont eux-mêmes cette relation privilégiée avec des investisseurs et se baser sur elles pour renforcer la relation que vous pouvez avoir en tant que tech hub auprès des investisseurs de vos réseaux. Voilà un peu si je... Merci beaucoup, Mathieu, pour cette présentation instructive. C'était vraiment très riche. Il nous reste 48 secondes, malheureusement. Ça s'est très vite passé, mais c'était très riche. Je ne sais pas si on aurait le temps de répondre à la question de Komi Adi, mais Komi, on vous invite de contacter Mathieu sur son profil sur Emerging Valley. Le lien est dans le chat. Et s'il y a d'autres questions aussi, d'autres participants, n'hésitez pas. Encore une fois, merci beaucoup Mathieu. C'était vraiment très riche. Et je souhaite une très bonne journée. Ça marche, mais de rien. Et merci à tous.
Merci. Alors, Voilà. je pense que Merci, le live est terminé. oui. Oui. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Mathieu. Désolé, mais on n'avait pas Non, eu pas le de temps souci. pour les questions. Mais du coup, parce que tu m'envoyais 2 minutes, donc pour moi, c'était le timing, le temps de pitch que j'avais. Ou non, Pas de le... toute la session. Ah, bah, on s'était pas compris. Dans ce cas-là, j'aurais accéléré sur certains sujets. Ok, bon, bah, écoute, Ah, ok. Tu as j'espère pensé que que c'était c'était pour intéressant. toi. D'accord. Mais oui, Excusez-moi, vous mais c'est pas grave, m'entendez? je t'ai pas compris. Juste pour Oui. Oui, très vous bien. informer que du coup, vous êtes toujours en live. S'il y a des participants qui sont encore connectés, ils peuvent vous entendre. Voilà, donc je vous invite peut-être à vous déconnecter. Oh, Merci D'accord. beaucoup à Ok. vous deux. Merci pour votre intervention. Merci. Bonne journée. Au revoir. merci. Au revoir.